Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Vous écoutez Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Vous écoutez Le Bisoudrome. Bonjour, c'est Lélina et vous écoutez Le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis en compagnie de Xan, de Lovla et d'Aurore. Et comme pour le premier épisode, je vous propose de vous présenter par un truc random qui vous caractérise, une anecdote. Voilà, sentez-vous libre. Allez, je me lance. Donc moi, c'est Lovla. Et quand j'étais petite, chaque fois que je riais, que j'avais un fou rire, et c'était souvent le cas, je me pissais dessus. Et c'est arrivé il y a pas longtemps, il y a 6 mois. Ça s'est réarrivé, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et c'était quoi le contexte ? Lélina qui m'a fait mourir de rire. Voilà. Et t'étais où ? C'est plutôt ça qui est important. Ah, j'étais dans la rue. Ah putain. Voilà. Voilà. Ok. Donc moi, c'est Aurore. Et donc l'anecdote pour celui-là, je dirais que donc mon premier concert, c'était Émile et Images. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 6 ans. C'était une je sais pas, peut-être pour le 14 juillet, un truc comme ça. Et donc depuis, je suis toujours dans les années 80 dans ma tête. T'es bloquée. Je suis bloquée. Ok. Et Xan ? Moi, c'est Xan. Mon corps est actuellement composé de 40% de Monster, 40% de café, 20% de nicotine. Bonjour. Bien, la dernière fois, tu nous racontais comment tu ne dormais pas. Ça fait de la continuité. Très bien. Et moi, en parfaite continuité, je sais pas non plus ce que je vais raconter. Je vais raconter un truc, mais j'espère que ça va pas dégringoler. J'ai une anecdote assez marrante qui est que quand j'étais petite, je suis partie en voyage et je me suis dit que j'allais ramener ma lampe de chevet. Et ma mère a découvert ça le soir à l'hôtel quand elle a ouvert ma valise et elle a vu la lampe de chevet et j'ai vu, mais vraiment, la sidération et l'incompréhension dans son visage. Et du haut de mes 8 ans, je me suis dit, c'est vrai que c'était un choix original d'appeler ça lampe. Mais j'étais une très grande lectrice et je crois que j'avais vraiment peur de pas avoir une luminosité, nécessaire pour lire, quoi. Narnia ou la Comtesse de Ségur, je sais pas, enfin voilà. Donc voilà pour nos présentations. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le jeu et le fait de voir la sexualité comme un jeu. Et du coup, on change pas les équipes qui gagnent. Je commence avec ma chronique qui est mon avis sur ce sujet. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Et du coup, mon avis, c'est que la sexualité, c'est un jeu. Et qu'au lieu de se limiter à jouer tous au Uno, on pourrait peut-être tenter d'autres jeux de la ludothèque du cul. Quelle amorce. Du coup, pour moi, le sexe mainstream, je sais que vous allez me dire tous, et dans les commentaires, que le sexe mainstream, ça veut tout et rien dire. J'entends par sexe mainstream un peu le truc de, je sais pas, coup d'un soir, ou truc classique, un peu triptyque, préliminaire. Déjà, ça veut rien dire, mais on va dire préliminaire au sens mainstream du terme, de trucs qui se passent avant la pénétration, genre se toucher, cuni, pipe, des trucs comme ça. Puis la pénétration. C'est genre, voilà, quoi. Ouais, ça se fait de temps en temps. Ouais, ces trucs-là, vous savez. Puis la pénétration, puis peut-être un double orgasme à la fin, incroyable. Et puis après, c'est la fin, il ne se passe plus rien. Et puis on passe à autre chose, quoi. Et du coup, je trouve que le sexe mainstream, c'est un peu comme jouer au Uno. C'est un jeu que tout le monde connaît. Tout le monde croit, en tout cas, en connaître les règles et croit que les règles sont les mêmes pour tous, ce qui n'est pas le cas, mais on y reviendra. Qui demande pas de préparation particulière, ça demande pas qu'on t'explique les règles, d'être dans un contexte particulier. Voilà, c'est assez vite et facilement jouable. Et d'ailleurs, vu que tout le monde pense connaître les règles, j'ai l'impression que avec le Uno comme avec la sexualité mainstream, on se dit pas qu'il y a besoin de parler de sexe avant de faire du sexe, quoi. On se dit en mode ça va se dérouler tout seul. Au final, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et si on ne sait pas le faire, c'est potentiellement nous le problème, c'est qu'on n'est pas un bon coup. Et puis du coup, il y a eu deux types de gens, les bons coups et les pas bons coups. Et puis du coup, si on est un bon coup, ça va bien se passer. Et puis qu'on est attiré par l'autre, et voilà, ça va être chimique et naturel, et ça va être super, voilà.
Et du coup, que les choses devraient se passer vraiment sans mots, quoi, que l'alchimie prendra le dessus. Et j'entends souvent des gens dire que quand même, quand on couche pour la première fois avec quelqu'un, c'est pas top. Et qu'après, ça devient mieux. Que genre, c'est un peu quand les gens autour de moi qui ont eu plusieurs coups d'un soir ou une période un peu Tinder, ils étaient là, c'est plutôt l'exception, le moment où la première fois c'est ultra stylé et la règle c'est que la première fois c'est un peu nul et après ça s'améliore avec le temps parce qu'on apprend à se connaître. Et moi depuis que je discute de sexualité avant de coucher avec les gens, que je discute de mes envies et de mes limites, les premières fois elles sont toujours très stylées, c'est plutôt l'exception que ce soit pas stylé et en fait la règle que ça l'est parce que on a déjà discuté en fait tous les deux avec la personne de ce qu'on avait envie d'explorer, comment on a envie de le faire, qu'est-ce qui nous plaisait pas, enfin voilà, toutes ces choses. Et aussi niveau consentement, croire qu'on va savoir ce que la personne veut juste par la pensée parce qu'on est un bon coup, c'est un peu dramatique parce qu'en fait on veut tous des choses très différentes et potentiellement on peut croire qu'on fait quelque chose à l'autre qu'il veut et potentiellement non. Donc il y a quand même des enjeux sur le fait de ne pas en discuter. Et comme au Uno, on croit tous avoir les mêmes règles, mais en fait, personne n'a les mêmes règles. Et je sais pas si vous avez déjà ou récemment joué au Uno, mais vraiment, ça finit toujours en bain de sang, quoi. À moins de vraiment connaître les gens et d'avoir passé des heures et des heures à s'accorder sur les règles. C'est est-ce que tu mets un +4 sur un +4 ? Est-ce que tu peux faire un double changement de sens ? On n'en sait rien. En plus, tout le monde croit qu'il connaît vraiment les règles by the book. Genre, il est là en mode, mais si, je vous sors le manuel et c'est ça, les règles. Et ça n'a aucun sens. Donc, en fait, à croire qu'on sait tous les règles, personne sait les règles et en fait c'est quasi pour moi un des jeux les pires auxquels jouer parce que vraiment on finit toujours par s'étriper alors que les autres si on parle des règles au début normalement ça se passe bien quoi. Et puis même si vous vous mettez d'accord sur les règles du Uno et que c'est genre un long fleuve tranquille, pourquoi que jouer au Uno quoi ? Si votre truc c'est de jouer au Uno toute votre vie, semaine après semaine, jour après jour, très bien. Moi j'ai plutôt une personnalité où j'aime bien explorer plein de choses différentes et je vois pas pourquoi dans la sexualité ce serait différent. En tout cas pour moi qui ai cette personnalité-là, pourquoi pourquoi je ferais que du Uno alors qu'il y a plein d'autres possibilités. Mais évidemment, ces autres possibilités, elles demandent des étapes en plus. Et il y a ce truc dans la sexualité mainstream, on se dit ça doit arriver un peu de manière spontanée, ne pas trop en parler, ne pas trop le décider, ça arrive parce que on peut pas s'enlever l'un de l'autre et du coup ça arrive quoi. Mais et même ce serait un peu de mauvais ton de le préparer parce que ça rentre dans des trucs on se dit oh là là on va quand même pas faire des jeux de rôle, mettre de la préparation, c'est un peu chelou. Enfin il y a plein d'idées reçues sur le fait de préparer et de mettre un cadre autour de sa sexualité. Et du coup, c'est clair que expérimenter d'autres choses, ça demande du temps, d'en discuter avant, de la préparation, peut-être d'acheter des accessoires. Enfin, ça demande plein de choses, mais ça peut être ultra chouette. Je voulais vous parler d'un truc. Il y a plein de manières d'explorer sa sexualité, et puis on pourra en aborder plein aujourd'hui et au fil des épisodes de ce podcast. Un truc dont je voulais vous parler, c'était le fait de jouer avec le chaud et le froid et de jouer avec ses sensations et notamment les bougies basse tension qui sont des bougies qu'on peut acheter du coup dans des sex shops qui sont vraiment la cire et du coup à moins chaude que de la cire de bougie classique et du coup on l'allume et après on verse la cire sur la personne. On peut jouer avec les hauteurs, donc si on est plus proche de la personne ça fait plus un mal et si on est plus loin c'est plus une petite sensation, un petit picotement et tout. Selon les parties du corps aussi, c'est plus ou moins sensible. Et ça, je l'ai fait une fois. Et c'était ultra marrant, quoi. Enfin, c'était trop drôle. C'est trop drôle de jouer avec les sensations de son corps et de voir quelle chose crée quelle sensation ou, d'être un peu en exploration par rapport à tout ça. Et du coup, il y a plein de manières de découvrir son corps et sa sexualité de différentes façons. Et pour finir sur cette chronique, je vais faire une petite ouverture sur les questions de morale, parce que un truc, notamment dans le BDSM, qu'on peut reprocher ou que j'entends être reproché, c'est de dire « oh là là, c'est pas moral de faire... » Bon, le BDSM, je veux faire une petite aparté, parce que j'ai une collègue, une de mes rares collègues à qui j'ai parlé du podcast, qui a écouté la bande-annonce devant moi et qui a arrêté son écoute pour me dire « mais Lélina, c'est quoi le BDSM ?» Et là, je me suis dit, peut-être qu'au premier épisode, on est un peu trop parti du principe que les gens savaient à minima ce que c'était. Mais en fait,
peut-être pas, et peut-être aussi qu'ils en ont pas une conception tout à fait réaliste. Je sais pas si Xan, tu veux dire si tu as une définition du BDSM. Je pense qu'il y a beaucoup d'imaginaires en plus qui sont pas forcément les... Si on pense 50 Shades of Grey, déjà on est mal parti. Quoi. Ouais, déjà t'es mal barré. Mais une définition, non, parce que tout le monde a sa définition, entre guillemets. Après, t'as la définition, les mots, l'anacronyme, donc bondage, sadomasochisme, mais après ça domination, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Donc chacun a un BDSM différent, donc ça peut être du plus soft au vraiment très hard, voire au truc... j'ose même pas imaginer, mais voilà. Mais ouais, non, on peut pas vraiment le définir en quelques mots, c'est juste... c'est un ensemble de kinks, donc de désirs, d'envies, qui sont différentes du sexe classique. Voilà, c'est ça. Et aussi, ou pas toujours, mais la plupart du temps, ou en tout cas, il peut possiblement y avoir de l'échange de pouvoir, donc quelqu'un qui est plutôt dominant ou soumis, même si c'est pas du tout le cas. On peut par exemple faire de l'impact, je sais pas... faire du fouet et qu'il n'y ait pas du tout sur quelqu'un et qu'il n'y ait pas du tout de rapport d'échange de pouvoir entre les deux, qu'il y ait personne qui se sente ou dominant ou soumis, juste que tu as envie d'explorer ses sensations et de le faire. Il y a même des catégories qui n'ont rien à voir avec la soumission. Oui, c'est ça. Il y a vraiment... C'est un éventail énorme de possibilités, de pratiques. Donc, mais du coup, on m'a déjà dit, oh là là, le BDSM pour telle ou telle raison, pour l'échange de pouvoir ou pour certaines pratiques, c'est quand même pas très moral votre histoire. Et je suis là en mode, si on voit la sexualité comme un jeu, par exemple, quand on joue au loup-garou, on se dit pas en mode, mais super pas moral ce jeu, il y a des loups-garous qui essayent de manipuler les villageois à faire croire qu'ils sont villageois pour réussir à gagner. Enfin, moi, il y a vraiment des jeux que j'ai fait où j'ai bien manipulé les gens et à la fin, ils m'ont envoyé un message en me disant en mode ah, trop stylé, genre soyons potes quasiment. Je suis en mode mais en fait, le jeu, ça laisse un espace de liberté énorme parce que c'est dans un cadre et qu'on décide qui a le droit de faire quoi dans un cadre donné, quoi. Donc voilà, jouons au loup-garou si on a envie, au Uno si on a envie ou à plein d'autres jeux. Il y a vraiment plein de possibilités. Voilà. Donc je voulais savoir qu'est-ce que... après je me disais, est-ce que si tu dis un peu trop, moi j'aime faire ça et voilà ce qui me plaît, est-ce que du coup t'as pas l'impression que le menu est déjà écrit et que les règles, tu vois, du jeu, en fait tu vas juste les répéter parce que tu sais que l'autre en face, il sait aussi ce qui te plaît vu que tu lui as dit en gros quoi faire, quoi. Et du coup il y a dans des cases, même si évidemment il y a pas de magie et l'autre va pas deviner comme par magie ce que tu aimes, mais juste il y a aussi un peu le truc de le hasard et c'est ça qui crée aussi peut-être un peu l'excitation parfois. Ouais, je comprends. J'ai eu un truc moi pour le coup par rapport au BDSM, il y a un test qui est très connu qui s'appelle le test BDSM et où tu peux du coup dire un peu c'est des échelles de -5 à +5 et t'as des affirmations et tu dis si tu trouves qu'elles te correspondent un peu, beaucoup, pas du tout. Et du coup, tu réponds à ça et selon, ça te donne des statistiques de est-ce que t'aimes plutôt être dominant, soumis, est-ce que tu aimes plutôt tel type de pratique ou une autre. Et c'est vrai qu'au début, je me suis beaucoup, par exemple, fixée là-dessus. J'étais là en mode, OK, cette pratique, elle est à 90%, donc je vais trouver des gens qui sont à, je sais pas, 90% dans cette pratique aussi, ou du côté inverse, parce que moi, je suis souvent soumise, donc côté dominant qui aime bien faire ce que moi j'aime bien recevoir, quoi. Mais en fait, avec le temps, je trouve que évidemment c'est limitant, mais en fait au début c'était comme ça, et avec le temps je me suis dit mais je peux explorer d'autres choses, et je me suis mis à explorer des choses qui étaient possiblement plus bas dans mes stats, ou aussi à me libérer de ces stats. Je sais qu'au début, Xan, pour être mon premier partenaire, vraiment, je me rappelle la première fois, j'étais là en mode en fait, cette stat, je crois qu'elle est un peu plus haute. Ça n'avait aucun sens. Je crois que je suis un peu plus expérimentaliste que je le croyais et tout. Enfin bref, c'était... Ouais, mais ce test, en fait, il est bien si t'as déjà pratiqué. Ouais. C'est quelque chose plus pour les autres que pour toi-même. C'est pour montrer un petit peu ce que tu pratiques aux autres. Mais moi, ça m'a bien servi, même en n'ayant pas pratiqué, juste en m'imaginant en m'imaginant qu'est-ce qui me plaisait ou pas. Et vraiment, au début, ça m'a donné quand même des bonnes orientations pour commencer à jouer des jeux auxquels je pensais vouloir jouer, et ça s'est affirmé souvent vrai. C'est juste qu'après, moi, c'est plutôt la palette s'est élargie. Je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, j'avais mes idées très claires de jeux auxquels je voulais jouer, mais qu'en fait, il y en avait potentiellement d'autres que je croyais pas qu'ils m'intéresseraient et qui m'intéressaient quand même au final, quoi.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Enfin, moi, pour le coup, d'avoir fait le test, je me suis dit, ah tiens, bah ça, c'est vrai que je me suis pas posé la question, plutôt ça ou plutôt ça, parce que, par exemple, quand tu te dis, une posture de soumission, ça peut être plein de postures différentes, en fait. Et je pense que c'est des questions auxquelles je m'étais jamais posée, et je trouve ça hyper intéressant d'y réfléchir, même si j'ai pas du tout de pratique BDSM par ailleurs. Enfin, je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir un peu, ah tiens, ça pourrait être un truc vers lequel je vais, ou pas, ou enfin, voilà. On vous mettra le test en barre d'infos. On a une amie qui le fait maintenant passer à tous ses potes tout le temps. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de questionnaire du genre. Et même si on n'est pas dans du BDSM ou quoi, ça peut être intéressant quand même de se dire en mode « Ah oui, peut-être que cette porte, là, elle s'ouvre un peu. » Et que ça, peut-être que j'en aurais bien envie. Enfin, c'est intéressant de s'interroger sur ses envies et d'avoir des questionnaires qui permettent de les interroger. Mais c'est une porte qui est ouverte... assez rapidement sans même que les gens s'en rendent compte, puisque à partir du moment où peut-être que t'as les mouvements un peu restreints ou je sais pas, les yeux bandés, t'es déjà dans t'es déjà dans du BDSM en fait. Enfin, en tout cas, t'es déjà dans cette exploration-là, quoi. Et ça peut être ultra soft, ça peut être te bander les yeux et que quelqu'un te passe une plume sur le corps. C'est déjà... Dans ce cas, tout le monde fait un peu de BDSM. Non, mais... Oui, c'est ça. Donc c'est un quoi. Ouais, plus ou moins. C'est un peu ça, c'est un peu plus ou moins. Mais ouais. Vas-y. Ah oui, et je sais pas si j'ai... Est-ce que tu disais pas que dans le sexe mainstream, ça se finissait par des orgasmes simultanés? J'étais là, ça n'existe pas. Je rigolais, c'était ironique, peut-être que ça se voyait pas. T'as vu ça? Non, c'est une sorte d'idéal, genre préliminaire. Je déteste, pour moi, du coup, tout est sexualité, et je pense pour vous aussi, il n'y a pas d'histoire de préliminaire, mais on va dire idée préliminaire, pénétration, et dans le rêve collectif, ça se finit par les deux qui ont un orgasme en même temps, c'est l'apogée, et puis hop, on va se coucher, quoi. Ok, c'est le rêve du... J'en donne vraiment une vision hyper caricaturale. Évidemment, il y a plein de shades, c'est le sexe de tons de sexualité, même quand on pense pas avoir une sexualité différente ou pas vanille, quoi. Oui, vanille, c'est le terme pour dire les gens qui n'ont pas de sexualité BDSM. C'est ça. En gros, le terme vanille, c'est le terme que les gens dans le BDSM utilisent pour parler des autres, quoi. Ceux qui ne seraient pas dans cet univers incroyable du BDSM. Quoi. Non, pas les autres. Cette pratique-là. Oui. C'est pas des personnes, c'est une pratique. C'est une pratique, parmi d'autres. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut avoir une sexualité vanille à côté d'une sexualité BDSM. Enfin, tout est possible. Oh, waouh. Tout est possible. On en apprend des choses. Du coup, Love, là, tu avais ton expérience à partager sur ces questions de jeu. Tu vas raconter ça, Oui, en fait, c'est marrant parce que cette histoire de triptyque, c'est aussi quelque chose. Enfin, je sais pas si c'est existant dans une théorie quelque part, mais pour le coup, c'est aussi un peu ce que moi j'ai identifié qui était problématique à un moment donné dans ma sexualité. Je me suis rendu compte que le triptyque était trop ancré en moi. Je pense je me suis beaucoup trop nourrie de magazines féminins quand j'étais au lycée, et du coup c'était un peu je sais pas, la fellation, le ciment du couple, ce genre de choses. Et si vous ne couchez pas ensemble, il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes. Réinventer la exactement flamme, oui. Comment revivre réinventer l'eau tiède finalement. Non mais et du coup il y a vraiment un truc qui moi je me suis mis en couple très tôt, j'avais 18 ans, je suis toujours avec le même homme, et du coup forcément en fait à 18 ans personne, ou à 20-21 ans, personne n'était en relation longue dans mon entourage, et du coup je me suis retrouvée à avoir des baisses de libido et de pas avoir forcément de désir au bout de 3-4 ans de relation ou plus tard, et j'étais là en mode oh mon Dieu, mais personne peut me dire quoi faire. Comment je vais réinventer ma sexualité, et voilà. Aujourd'hui, c'est pas le magazine féminin qui te l'a appris? Bah non, curieusement, c'est pas le magazine. C'est fou. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, j'avais vraiment ce triptyque en tête, et j'étais là avec mon non-désir, mais mon non-désir pour qui que ce soit. Enfin, c'était pas juste avec mon copain. Il y avait aussi j'avais plein de problèmes dans mon rapport à mon corps. J'ai eu un peu des épreuves et tout ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est quoi mon problème, quoi. Et déjà, je veux dire que c'est pas du tout un problème de pas avoir de sexualité. Oui, c'est hyper important de le dire, parce qu'on est là en mode c'est super le sexe et tout, mais oui, vous avez le droit de jouer à aucun jeu. Ouais. Aucun jeu du cul si vous le voulez. Ouais, si vous avez pas envie de jouer, c'est pas grave, quoi. Oui. Et c'est bien de pas culpabiliser si on n'a pas envie de jouer, quoi. Évidemment. Voilà, ça, c'était petite digression. Très bien. Mais du coup, moi, c'était pas ça, c'était que en fait, j'avais envie d'avoir envie.
Coucou Johnny. Mais je savais pas comment prendre la bête. Ouais, c'est ça. Comment rallumer la flamme, allumer le feu. Allez, on y va, on continue. N'hésitez pas. Mais du coup, en fait, ce qui m'a vachement aidée, c'est que pour le coup, mon copain a vraiment ce truc de dire, mais en fait, c'est un jeu. Et tu prends trop les choses au sérieux. C'est-à-dire que t'es vraiment dans un truc où tu te dis voici ce qu'il faut qu'on fasse. Et du coup, à partir du moment où on entrait dans un truc de caresse un peu plus et tout, j'étais là, oh là là, mais attends, si du coup il y a un moment où il y a de la pénétration, est-ce que je vais être OK pour la pénétration? Est-ce qu'il faut pas que j'arrête les choses avant? Enfin bref, je rentrais dans un truc où je réfléchissais beaucoup trop à l'après, alors qu'en fait on était en train de vivre un truc dans le présent. Et du coup, c'est ça ce qui m'a aidée, en fait, c'était de revenir dans le présent avec une idée de jeu et de peut-être que juste on va se caresser pendant 10 minutes ou peut-être qu'on va prendre une douche pendant une demi-heure mais que ça va s'arrêter net. Et du coup, ça recrée un peu un hasard et un doute sur la suite. Et c'est ça qui m'a vachement, recréé du désir d'aller plus loin ou de continuer à faire les choses et tout ça. Alors qu'avant, j'avais tendance à m'arrêter un peu en mode ah non, en fait, peut-être va y avoir la pénétration et du coup j'ai peur, donc je n'ai plus de désir, quoi. Et donc vraiment, c'était ça qui m'a aidé vraiment juste de jouer, quoi, vraiment d'être là en mode ah tiens, on va faire un peu des caresses et des massages, des choses comme ça, et soudainement ça s'arrête et c'est cool, quoi. Mais c'est fort de dire que t'avais peur de la pénétration. Ouais, après il y a plein de choses qui mais ouais, je pense que ça m'a jamais trop passionné la pénétration pour le coup. Et vraiment c'est un truc que j'ai pas, je pense que je m'en suis rendu compte assez rapidement dans ma sexualité où je là en mode je sais pas, au bout de 2 ans de test, j'étais là en mode en fait c'est vraiment pas ce que je préfère. Il y a plein de choses que je préfère à ça. Mais en même temps, il y a quand même ce truc hyper fort dans la pénétration qui peut être cool, genre d'intimité, de proximité ouais, et de fusion. Il y a un truc vraiment, on est l'un dans l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un peu ce truc de oh waouh, c'est fort. Mais je le ressentais plus parce que j'avais l'impression que c'était un automatisme. Et en fait, le fait que ça soit plus du tout central et que ce soit plus du tout partie du triptyque, et que notre sexualité soit vraiment plus du tout centrée autour de ça, du coup maintenant je me mets à désirer ça, quoi. Je suis là en mode est-ce qu'on peut faire ce truc que je trouvais pas terrible, petit truc sympa là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est le fait de faire de la pénétration plus le centre, et ça c'est un gros truc dans la sexualité classique, que si on dit préliminaire, c'est bien qu'on pense que du coup la pénétration c'est ça, le plat de résistance, et que tout ce qui est avant ou après, c'est sympa, mais que le gros du truc, c'est la pénétration, quoi. Et moi, ça a aussi été une grande révélation de me dire, mais en fait, il y a plein d'autres choses que la pénétration. Et c'est trop cool, toutes ces autres choses. Et c'est une grande chose que j'ai découvert avec le BDSM aussi, pour le coup, parce que le BDSM a plein de pratiques qui ne tournent pas autour de la pénétration. Et c'est trop libérateur, parce que sinon, c'est ça, c'est difficile de sortir de cette pression, d'être là en mode, non, mais quand même, c'est un peu ça qui fait la sexualité, et c'est difficile de se dire non, en fait on va faire autre chose et se mettre la pression, quoi. C'est aussi que pour le coup la sœur de mon copain, elle a 21 ans et elle a le livre Jouissance Club, elle a le jeu Jouissance Club, et c'est des trucs que je trouve qui sont des bons outils pour se dire ah ouais, en fait il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire avec les parties génitales des uns des autres, quoi, et s'amuser avec ça et tout. Mais moi, quand j'avais 21 ans, ça n'existe pas, quoi. Pour contexte, Jouissance Club, on mettra aussi ça en barre d'infos, mais c'est un livre et maintenant un jeu de société. Et le livre, à la base, c'était vraiment en mode, il y a des dessins et des explications de comment on peut faire c'est vraiment comment on peut faire plein de choses autour de la génitalité, mais pas forcément pénétrative, quoi. Enfin, c'est genre comment toucher, comment faire une pipe. Enfin, mais il donne plein de techniques, et dit comme ça, j'ai l'impression qu'on pourrait se dire un peu en mode bizarre ou performatif, mais en fait c'est très libérateur, et je trouve ça très intéressant, et surtout un terrain d'exploration, de se dire ah oui, moi je fais les choses comme ça, mais peut-être je peux changer, peut-être je peux en parler à mon partenaire ou mes partenaires, et voir comment la personne préfère aussi que les choses soient faites. C'est très chouette et très bien fait comme livre, quoi. Ouais. Et pour le coup, ça a aussi créé des nouvelles règles dans le jeu, quoi.
Il y a un peu ce truc où, du coup, c'est soudainement, tu regardes le livre et t'es là en mode, ça a l'air super, essayons. Enfin, je sais pas, il y a un peu. Est-ce que c'est toi ou ton mec a mis des petits, pas des post-it, mais des endroits, collés des endroits dans le livre? Non, c'est pas moi. Ok. Non. Bon, ça doit être une de mes amies qui s'est rendue compte à un moment donné que son copain avait, elle pensait qu'il lisait pas trop ce livre qu'ils avaient du coup sur leur table de chevet. Elle s'est rendue compte qu'il avait, annoté, enfin mis des petits post-it à des endroits du livre et elle était là, en fait si. Donc un très bel outil de couple, je le conseille notamment à tout le monde, mais au couple c'est intéressant pour avoir une... Enfin c'est juste que c'est difficile en fait de communiquer autour de la sexualité, on n'est pas habitué à le faire et le fait d'avoir des outils comme faire un test BDSM en mode haha c'est drôle et puis après ça amène à vraiment avoir des discussions avec son partenaire ou avoir un livre avec des pratiques et du coup pouvoir en discuter, c'est parfois plus facile que de se poser l'un devant l'autre et d'être là en mode bon, on va parler de sexualité, de nos envies. Surtout si on l'a pas fait pendant un certain laps de temps et que ça a pas été comme ça qu'on a créé notre sexualité à la base, quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo, mais le livre est vraiment pour le coup dans notre chambre. Et à un moment, il y a du coup mes beaux-parents, les parents de mon mec, qui sont venus et qu'on a laissé chez nous. Enfin, on leur a laissé Non, on leur a laissé notre chambre en gros. Et on est parti, on a dormi ailleurs. Et j'étais là. Est-ce que t'as rangé Jouissance Club? Et il était là en mode non, pourquoi? Genre, vous voyez là, si, ils vont profiter, merde. Peut-être que aussi on va le feuilleter. Voilà. Et du coup, j'étais là en mode, oh, est-ce que le livre aura bougé? Il avait bougé. Trop drôle. Voilà. Mais c'est intéressant parce que, des fois, dans la sexualité de couple, long terme, on peut penser que c'est vraiment le désir pour l'autre qui bloque et qu'en fait, on désire plein d'autres gens à l'extérieur. On est là, c'est hyper chiant. J'ai tellement envie de sauter sur tout le monde sauf toi. Mais là, c'était vraiment la sexualité en général qui te... Ouais, mais parce qu'en fait, j'avais un rapport au corps compliqué parce que du coup, j'ai fait une fausse couche alors que j'avais un stérilet. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi d'avoir confiance en mon corps. Du coup, j'étais là en mode, ah non, mais attends, si je suis pénétrée, à tout moment, je tombe enceinte. J'ai vraiment pas envie de tomber enceinte. Et du coup, c'était aussi ça qui bloquait. Et je pense que du coup, il y avait des trucs plus psychologiques que c'était pas, je sais pas, un problème de désir pour mon copain parce que en fait, on est bien ensemble. Et même s'il y a des trucs, en effet, quand t'es en relation depuis très longtemps, t'es là en mode, bon, ce corps, je le connais. Ce genre de pratique, on a déjà fait. On a quand même expérimenté pas mal de trucs. Mais il y a quand même toujours ce truc de ça peut être nouveau, la situation peut être nouvelle. En effet, il peut y avoir des nouveaux jeux qui sont, je sais pas, se bander les yeux, ou faire des massages, ou la cire, ou avoir des jouets, ou... Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que tu recrées du désir pour la personne. Et je pense aussi que pour moi, la sexualité, c'est aussi devenu un truc d'intimité et d'affection, plus qu'un truc de bestialité, parce que je pense qu'à la base, quand on est attiré par quelqu'un, on est souvent attiré par un truc de désir animal, en mode ce corps m'attire, ses odeurs, ses hormones, machin, il y a un truc comme ça. Et au fur et à mesure de notre relation, en tout cas moi ce que j'ai observé chez moi, c'est que la sexualité était devenue une façon de montrer mon affection et mon besoin d'intimité, et que du coup c'est plus du tout ça va pas être forcément la même énergie, mais du coup ça peut être aussi des nouveaux jeux et des nouvelles façons de faire de la sexualité, quoi. Voilà. Ça permet d'explorer d'autres choses. Mais donc, oui, le désir peut aussi naître avec d'autres personnes, voilà, mais je pense pas que ce soit, même sur une relation long terme, on soit condamné à être là en mode, bon, toi, tu m'intéresses plus, quoi. Je pense qu'on peut toujours recréer... Même si ça peut aussi être une solution à un moment donné, aussi, rien d'ouvrir son couple. Vrai. C'est pas parce qu'on a été exclusif 10 ans qu'on doit l'être les 10 années d'après. Ouais. Les 10 d'après, il y a plein de possibilités et c'est aussi un truc qui peut être discuté dans un couple, de dire jusque-là on a fonctionné comme ça, est-ce que ça nous va toujours ou pas, est-ce qu'on continue comme ça? Mais ouais. Et on n'est pas non plus obligé d'avoir un couple exclusif dès le début aussi. C'est ça, on peut aussi continuer en couple pas exclusif, ne pas être en couple. Les règles du jeu sont vraiment... Il y en a plein, c'est ouf. Ce que tu disais du coup par rapport à la psychologie, à la psyché, si ça va pas psychologiquement, ça peut jouer sur la libido, parce que tu peux complètement être coupé et plus rien qui fonctionne. Hein. Moi personnellement j'en ai fait les frais, j'ai des personnes que je connais qui en ont fait les frais, si psychologiquement ça va pas, pareil la libido ça va pas non plus. Et
même si t'as envie, des fois ça veut pas. Ouais. Physiquement, si ça va pas dans ta tête, ça peut complètement bloquer le tout. Ouais, et c'est cool de pas se culpabiliser, c'est plus facile Ouais, à c'est dire qu'à Je sais pas, faire. Non, mais c'est vraiment pas grave. Enfin, Oui, c'est il ça. faut. Parce que moi, je sais que j'ai pu me culpabiliser et du coup, c'est vraiment la pire chose à faire parce que du coup, tu culpabilises, donc t'as encore moins envie. Enfin, bref. Ne faites pas ça. Ne Et faites pas ça chez vous. c'est vraiment à ce moment-là où le truc de Grazia mais parce qu'en fait, je sais pas, Grazia potentiellement ils peuvent dire la même chose que moi, mais pas ou que nous. Grazia, c'était vraiment le magazine qu'on lisait au lycée. Oui, j'en avais une pile incroyable, on le disait, on en parlait toutes les semaines avec Lovelet de Grazia, on était à fond. Et potentiellement, ils ont fait des trucs en mode bandez-vous les yeux, changez d'endroit, et puis les choses vont revenir. Mais ce qu'on dit, c'est pas ça, c'est qu'il faut pas se culpabiliser, mais que potentiellement, à l'inverse. Quand t'as envie d'avoir envie. Si on a envie d'avoir envie, on peut tester des nouvelles choses et tout, mais des fois, dans les magazines féminins, en tout cas à l'ancienne, peut-être ça a aussi évolué maintenant, on ne lit plus de presse féminine, en tout cas pas pour ma part. Mais c'était plutôt en mode, bon, quand même, il faut avoir une sexualité, donc on va vous aider, comme ça, Oui, ça ira mieux dans les ménages. Et d'ailleurs, il y a un truc, j'ai une pote, elle a parlé de ce problème de libido à sa médecin. Et sa médecin lui a dit la faim vient en mangeant. Et ça, c'est vraiment non. C'est non, en fait. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que le cerveau, avec le système de récompense, moins tu fais un truc, moins t'en as envie. C'est pas faux non plus. Hein. Et le fait enfin, faut pas se forcer, mais remettre petit à petit les pieds dedans, reprendre un peu plaisir à ça avec soi-même, peut-être au début, pas commencer avec un partenaire si on a vraiment du mal et qu'on se sent pas bien, mais c'est juste que dit comme ça aide pas, parce que c'est un peu bloquant, mais c'est pas faux non plus. C'est culpabilisant, et en plus ça donne l'image qu'on est là en mode bon, va voir ton partenaire copain, oui, et puis après tu verras quoi. Alors qu'en fait, il faudrait que ce soit accompagné de plein de précautions, propositions voilà, c'est ça, peut-être que tu peux recommencer à avoir une sexualité avec toi-même si c'est pas le cas, avoir de nouveaux accessoires pour se donner du plaisir différemment, enfin, qu'il y a plein de manières, ou tester d'autres choses que ce que tu fais habituellement avec la personne, enfin, et en plus de pas en faire une obligation. Surtout que la médecin, elle aurait pu faire une batterie de tests. D'abord, on va contrôler les hormones, je sais pas. Aussi, c'est aussi partir du principe que le problème, c'est... Peut-être lui dire, est-ce que vous avez des problèmes de santé mentale, enfin... c'est ça. Voilà, ouais. Mais pas juste santé mentale, même bien sûr. biologique. Hein, et même santé physique, comme tu dis. Enfin, toi, t'as parlé de cette fausse couche. Elle peut avoir eu des problèmes d'agression sexuelle. Enfin, il y a tellement de choses aussi, enfin, plus ou moins graves, mais de pas partir du principe que juste... c'est un petit passage, qu'il n'y a rien de grave ou à traiter derrière, et qu'il faut juste lui dire que... Après, on n'a pas vraiment le détail de ce qui s'est dit aussi avec le médecin, donc on ne peut pas non plus s'avancer sur ce qui a été dit. Non, bien sûr, mais en gros, moi je pense qu'il faut pas culpabiliser les gens, et en même temps, il faut se dire, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un problème d'hormones, de santé mentale, qui fait que vous n'avez pas de désir ? S'il n'y a pas de problème, pas de culpabilisation, ça va revenir, quoi. Voilà. Ouais. Et que pour que ça revienne, c'est pas une mauvaise idée de pas attendre que... juste commencer à blanc, tout seul. Des fois, ça aide. C'est vrai qu'être soi avec soi, en plus, il y a moins de risques, quoi. On n'est pas en train de dire à une personne alors qu'on n'a pas envie à l'effet, et puis je verrais bien si ça me plaît au bout de compte. Mais du coup, avec le fait d'avoir envie et de potentiellement recommencer à jouer avec soi-même et recommencer avec sa propre sexualité et tout, j'ai quand même bien envie de te parler, de te demander à toi, Xan, ta rubrique, je sais pas comment tu vas en parler, mais c'est du coup sur l'industrie des jeux pour adultes, qui est une manière de se redonner, aussi de redonner envie, potentiellement. Faire des trucs avec soi. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Du coup, moi sur ma rubrique, je vais parler un peu de l'industrie des jeux, d'un peu de tous les jeux, donc ça va être les sextoys, ça va être les jeux pour adultes, même l'industrie jeux vidéo, parce que ça existe aussi. C'est quoi les jeux vidéo érotique? Alors, c'est plus facilement de l'érotique. Okay. Alors, si je peux essayer de donner quelques noms un peu plus classiques.
Là, je m'emmerde avec la question. Vas-y, cherche. Les Ursuitari, donc qui était il y avait 8 ou 9 jeux où c'était que de la drague et de l'érotique. Ok. Mais après, des jeux, il y en a eu des tonnes. Et de différents, c'était souvent des mini-jeux que tu trouvais sur Internet. Les plus anciens connaîtront jeux.com ou les trucs comme ça, où c'est des petits jeux flash sur Internet, mais il y avait quand même du développement, souvent de petits jeux comme ça sexuels. Ok. Après, pour donner quelques petits chiffres au niveau donc du marché, donc de l'industrie des jeux, à aujourd'hui, la taille du marché donc de l'industrie du sexe, c'est donc des jeux sexuels, c'est 34,1 milliards de dollars par an. Dans le monde. Dans le monde. Donc il y a plein de gens qui ont envie d'avoir envie. C'est ça. C'est quand même un sacré marché avec lequel au plus on peut additionner du coup la taille donc le marché c'est donc du bien-être sexuel. Donc là où ça va être plus tout ce qui va être les habits coquins, ce genre de choses, tout ce qui va être un peu qui sont pas genre par exemple des sextoys, des jeux de société, mais des accessoires, ce qui va être aussi protection, ce qui va être lubrifiant, ce genre de choses, où là on est aussi donc à 32 milliards de dollars par an. Donc, c'est quoi le panier moyen? Alors ça, j'ai pas l'info, j'ai pas réussi à la trouver, mais ouais. C'est quoi votre panier moyen? Est-ce que vous utilisez Est-ce que vous allez souvent d'ailleurs Est-ce que vous allez souvent dans des magasins des sex shops? Ouais, c'est ça. Oui. Mais est-ce que vous êtes plutôt consommateur sur place ou sur place. Moi, j'aime pas Internet, je préfère aller sur place, me déplacer. Ce que j'avais compris, tu l'utilises sur place, à quoi? Tu testes tes petits sextoys sur place. Du sexe. Mais ouais, moi c'est quand même plus facilement sur place. Je préfère me déplacer. Est-ce que tu préfères regarder ou Ouais, je préfère voir ce que j'achète. Okay. On y est déjà allés ensemble, c'était super marrant. Mais ouais, c'est vrai que c'est cool de regarder. J'en ai découvert un qui est pas mal dans le coin, donc. Ouais. 400 mètres carrés. 400 mètres carrés de cul. J'ai jamais été dans un grand sex shop. Ouais, jamais. Ah oui, globalement un sex shop. Moi, j'étais là dans un grand sex shop de 400 mètres carrés. J'étais à Passage du Désir, quoi. Oui, c'est tout. Mais c'est un love shop. Oui, mais je sais pas, j'ai jamais été dans un gros truc genre Dorsel ou quoi. Voilà. Ils sont pas très bien les magasins Dorsel. Des futurs collabs, vous êtes super. Pour l'instant, on ne se prononce pas. Mais ouais, l'industrie du jeu, c'est quand même quelque chose qui est très développé dans le monde. Pour donner un petit exemple aussi, là, dernièrement, on a eu la période Covid. Pendant les plus grandes périodes de confinement, les ventes de jeux sexuels ont augmenté, ont même explosé. On est passé donc en 2019 à 19 millions de sextoys achetés sur une année à 36 millions en 2020. Donc c'est doublé quoi. On a doublé les chiffres des ventes. T'enlèves le temps de transport en commun, ça laisse du temps. Exactement. Les gens étaient enfermés chez eux. Ils ne pouvaient pas aller voir leur petit partenaire à moins de le faire illégalement à un moment donné. Exactement. Mais du coup, ouais, c'est une industrie qui fonctionne bien, qui tourne bien et qui... Quand vous voyez, si vous êtes déjà allé dans un sex shop ou si vous y allez, quand vous voyez les rayons, les packaging, tout est ultra travaillé, tout est ultra soigné. On n'est plus dans les sex shops d'il y a 10 ans où c'était des trucs sordides au fond d'une allée perdue. Bah oui, c'était vraiment la honte. On était là, faut que ce soit caché c'est que des gens marginaux et bizarres qui y vont. Mais ça, pour le coup, en France, Passage du Désir a quand même amorcé un changement, enfin, était un des gros à amorcer un changement dans la culture des sex shops, love shop, en se disant, ok, nous, on va vraiment pas être cachés, avoir des belles façades, être très orienté couple, et en fait, rendre ça moins stressant qu'avant, on était là en mode, oula, je suis un peu bizarre si je vais dans un sex shop. Alors maintenant, on est là en mode, mais non, regardez, vous pouvez être en couple, ou être dans plein de situations de relations, et que ce soit pour vous. Mais c'est vrai que ça a vraiment augmenté. Et d'ailleurs, maintenant, il y a que quelques années, personne faisait des pubs, genre, je sais pas, des influenceurs ou quoi, pour des sextoys. Maintenant, tout le monde fait des pubs pour des sextoys. Ça, c'est complètement banalisé, quoi. Moi, j'ai des sextoys depuis 5 ans, entre 5 et 7 ans. Il y a 7 ans, mais vraiment
pas grand monde autour de moi en avait, quoi. C'était vraiment un truc un peu de fou d'en avoir. Alors que maintenant, c'est plus... Et je me rappelle comment j'en parlais aux gens et que ça crée une curiosité. Comme maintenant, genre, le BDSM le crée, quoi. On a changé d'échelon, quoi. Mais ouais, c'était vraiment... ouf, alors que maintenant c'est hyper normal, quoi. Ah, c'est ça, ça devient un produit de tous les jours. Bientôt tu vas le trouver en supermarché. Mais il y en a dans les supermarchés. Oui, il y en a. Oui, il y a des Durex a sorti, je crois, des sextoys qui se vendent en supermarché. Ouais, je l'ai jamais vu. Qui a testé? Mais moi, en général, les sextoys, je trouve pas ça sexy. Ça me... Ah ouais? Ouais, toi, t'es pas team sextoy, je voulais qu'on en parle. Toi, ton panier moyen dans un sex shop, c'est 0 €. Ouais. Ouais, non, je suis déjà rentrée dans les sex shops pour voir, mais je sais pas, le premier que j'ai fait, vraiment, t'as la vitrine avec les bites en silicone hyper réaliste, là, vraiment, je trouve pas ça. T'as pas, genre, il y en a un où, je sais pas, il y a la Tour Eiffel et genre. Quoi? Tu peux avoir. En fait, il y a des sex shops, mais ça, c'est plutôt en mode quand t'es à Paris. Oui, à Paris aussi, j'en ai déjà vu. Où il y a en mode des pénis, mais de toutes les formes, et t'as genre des Tours Eiffel, je sais pas, des escarpins, enfin, tu sais, c'est. Voilà, oui, créatif. C'est créatif, ouais. Non, je trouve pas ça sexy. T'as pas envie de mettre une Tour Eiffel? Maintenant, tu serais étonné, parce que maintenant, les trucs ont extrêmement changé, les designs sont ultra travaillés. Oui, je sais. Ça ressemble plus, pour la plupart, plus à un organe masculin. Oui, comme les lots, là. Oui, je vois très bien, mais je sais pas, la couleur, je trouve pas ça sexy. La matière, je trouve pas ça sexy. Tu voudrais quoi? Si tu voulais créer ton sextoy? Un ruisseau. Mais après, je pense qu'il faudrait qu'on te montre les sextoys de c'est quoi Ferra, comment ça s'appelle? Cette marque qui fait des sextoys hyper stylés, ça fait un peu féerique, forêt imaginaire, ça a des couleurs trop jolies, c'est genre, ça a des formes hyper différentes, genre, ça fait un peu comme des roches ou alors des champignons, ce qui a pas l'air ouf. Ouais. Mais je te les montrerai, ils sont ultra chers, mais ils sont vraiment tellement beaux que t'as envie, de les mettre. Enfin, moi, j'ai envie d'en avoir un dans le salon où on est présentement et de le mettre sur mon étagère en exposition, quoi. Et je pense que ça arrivera, quoi. Donc, t'en as vraiment de tout, hein. Maintenant, regarde, t'as un autre site, donc, par exemple, Bad Dragon, où là, c'est... Ah, mais c'est ça? C'est encore autre chose. Là, okay. Par contre, c'est des tentacules, des trucs comme ça. Ah, mais oui, il y a aussi des tentacules. Ouais, mais t'as vraiment de tout, et dans des matières différentes, pour pas avoir vraiment ce côté sextoy ultra plastique comme t'avais à une époque, qui existe encore maintenant, mais qui tu vois de moins en moins, et des différentes rigidités. Tu peux vraiment tout customiser sur ton truc, et c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Ça s'est développé, mais ça a explosé sur les 10 dernières années. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Tu vas dans un sex shop aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Il y a ce truc-là. Juste avoir un objet dédié à ça, je trouve ça plus érotique de créer une sensation avec un objet un peu qui n'est pas censé du quotidien, qui n'est pas censé. C'est quoi tes tips, c'est quoi tes objets du quotidien que tu détournes? Oh là là, la question. Non, mais si tu veux nous dire, Aurore. Parce que je sais qu'il y a le pommeau de douche. Moi, j'ai jamais vraiment fait, mais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dévisser le truc et du coup d'avoir, je sais pas, le débit très fort, dans le pommeau de douche. Enfin, je sais pas très bien comment les gens. C'est dangereux, non? Je sais, sûrement. Il faut pas mettre trop d'eau à cet endroit de. En tout cas, pas dans le vagin, en tout cas, attention. Attention. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent le pommeau de douche et l'eau, un truc du quotidien, mais sinon. Non, je me vois pas dire. Je comprends. Exactement. Moi, je ne nierais pas qu'une fois en saison où j'avais vraiment rien à disposition et on s'amusait avec mon ex-copain, j'ai pu utiliser des stylos. Des stylos? Mais c'est petit. Ouais, mais j'en mettais plusieurs, c'était un jeu. Mais c'est comme avec l'élastique, tu sais. Ouais, j'en mettais plus. C'était en mode, allez, t'en mets un, puis deux, et puis on dira pas où. Bon, bref, voilà. Okay, je vous laisse imaginer. Très bien, très bien. Et l'autre truc aussi ça me fait plutôt peur, c'est d'avoir un objet tellement puissant, de me dire que j'arrive plus à me satisfaire sans cet objet qui vibre. Qui a la puissance d'un aspirateur, donc il y a ça aussi. J'ai jamais eu de problème seule, donc c'est pour ça que je me dis pas, faudrait que ça me manque pas. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu qu'on peut devenir addict à toutes ces petites choses et que c'est vrai que c'est ultra puissant. Et moi, pour le coup, j'ai un truc avec ma sexualité avec moi-même où je suis un peu là en mode, avec un
un de mes jouets ultra puissants, c'est en 2 minutes, hop, j'ai un orgasme. En 10 minutes, j'en ai 3. Alors que peut-être que si c'est... Ouais, c'est super rentable. Alors que si c'est moi, toute seule, sans jouer, ça va peut-être mettre plus longtemps, enfin, à monter, à se produire. Après, des fois, c'est aussi plus cool. Enfin, ça dépend. C'est 2 sensations différentes, mais c'est vrai que on peut... Enfin, après, si les gens veulent que utiliser des sextoys et les mettre aussi dans leur sexualité, enfin, avec l'autre et tout, c'est trop stylé. Mais c'est vrai que moi, à un moment donné, j'avoue que j'ai été un peu addict et je me suis dit, en fait, on va retourner à l'imagination et aux mains. Et sinon, je donne aucune chance à aucun partenaire de réussir à me satisfaire sans ces petites machines. Mais ça a aussi des avantages pour autre chose. Tu vois, par exemple, pour les couples longue distance, t'as aussi des trucs vibrants télécommandés par téléphone. Distance, ouais. T'as vraiment de tout maintenant. C'est nul le sexe au téléphone maintenant. Non, mais maintenant, tu fais avec ton portable avec une application. Non, mais au téléphone. Ah oui, toi, tu veux juste la voix, quoi. Juste la voix. Mais du coup, à part les sextoys, il y a d'autres choses aussi. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des jeux de rôle, des jeux de plateau, des genres de... Bon, on va repenser un petit peu aux anciens trucs, les dés de position, les trucs un peu beaufs que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà reçu dans une fête de Noël un peu pourrie. Mais ce genre de jeu, mais ça se développe aussi, ça commence petit à petit à se développer, c'est moins développé que le monde des sextoys, mais ce genre de choses aussi, les costumes... Est-ce qu'il y a des trucs que tu conseilles en jeu de société? Parce que, comme vous l'avez vu à ma chronique, moi, je suis vraiment une grande fan de jeux de société. Et j'aimerais bien... Loup-garou et Uno. Non, c'est... Waouh! C'est parce que j'ai fait les exemples qui parlaient à tous. Mais j'aime bien les jeux de société. Derrière moi, dans cette belle bibliothèque où un jour il y aura un sextoy en forme de tentacule incroyable exposé, il y a aussi des jeux de société. Donc, les personnes ici présentes peuvent en attester. J'en ai quelques-uns. Mais sur le cul, je suis toujours un peu... Enfin, j'ai un peu peur que du coup, ils soient un peu en retard par rapport à ce qu'on crée dans les jeux de société, on va dire classiques, ce qui est sûrement un peu le cas, mais je pense que j'ai peut-être aussi des a priori et qu'il y a des trucs cool sur le marché. Est-ce que toi, tu connais des jeux de société Absolument aucun. Non. Ok, faut qu'on teste. Non, parce que moi, j'avais regardé pour Noël et il y avait, enfin, sur justement Passage du désir, et il y avait que des trucs à gratter et j'avais l'impression que c'était, mais qu'on allait genre jouer à un jeu qui correspondait pas du tout à qui on était. Il fallait gratter, en gros, l'endroit où tu dois faire quelque chose, l'action, et dans quel lieu de la maison genre, tu le fais. Lèche une oreille dans la cuisine. Et je me voyais vraiment super mal être là en mode, viens, regarde, on va se lécher les pieds dans la salle de bain. Enfin, non. Et non, du coup, pour le coup, je suis assez enthousiaste à l'idée qu'il puisse exister maintenant des jeux un peu plus originaux que ça, qui donnent juste des actions un peu comme ça, ou sinon, genre, faites telle position du Kama Sutra, ce que je trouve vraiment... Enfin, moi, pour le coup, ça m'a jamais trop... pareil, j'étais en mode, on va pas se tortiller dans 150 sens. Il y a probablement un sens qui est mieux, on le connaît. Enfin, non, mais non, c'est bien de tester. Je dis pas qu'il faut rester en missionnaire, mais c'est juste... Il y a des fois, genre, moi, je sais pas faire le poirier, par exemple. Donc, c'est compliqué. Ouais, il y a des choses où il faut être très athlète. Et là, il faut que quelqu'un te regarde pour que ça vaille le coup. Regarde ce que je sais faire. Ouais, faut être un peu exit voyeur, quoi. Ouais. Sinon, c'est pas très intéressant. Non, mais et puis, c'est très pénétratif, de nouveau, aussi, le Kama Sutra, même si c'est marrant d'explorer des nouvelles positions. Non, enfin, j'avais lu des extraits et c'est hyper intéressant. Il y a des chapitres donc, sur les caresses, donc les différents types de caresses. Enfin, c'est... Il n'y a pas que des trucs sur la pénétration. Oui, à un moment, il y a un chapitre sur ça. Okay. Mais on connaît mal le Kama Sutra. Ok. C'est assez intéressant. Ok, trop cool. Bah, du coup, les jeux de société, je me dévouerai. Je vais essayer de faire un benchmark et de tester parce que j'ai trop envie. Je trouve ça trop cool. Bon, après, il faut avoir les gens qui ont envie de jouer avec soi. C'est ça. Mais ouais. Et du coup, en parlant de Kama Sutra et de finalement peut-être qu'on joue depuis très longtemps ou que les choses se passent depuis plus longtemps qu'on croit, est-ce qu'on invente l'eau tiède, Aurore? Est-ce qu'on a inventé l'eau tiède? Est-ce qu'on invente 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 l'eau tiède? Ouais. Moi, quand j'avais lu ton brouillon de chronique, mes premières questions c'était c'est quoi un jeu et qu'est-ce qui fait que à ce jeu-là on s'amuse beaucoup, enfin c'est français ça, ouais. Et que on a envie d'y rejouer. Et j'ai trouvé que les réponses étaient intéressantes. Donc déjà, ce qui fait qu'une activité est un jeu, donc là c'est Brougère qui a théorisé ça en 2005. Donc souvent les infos elles viennent beaucoup de
de gens qui ont fait des recherches autour du jeu vidéo, parce que c'est là où il y a de l'argent, donc ça aide pour la recherche. Donc pour lui, les 2 caractéristiques les plus importantes, c'est que l'on sache qu'il s'agit d'un jeu et qu'on décide librement d'entrer dans le jeu. Et aussi, donc accessoire, l'existence de règles implicites ou explicites partagées, que le jeu n'ait pas de conséquences directes dans la vie réelle, et l'incertitude sur l'issue du jeu. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça fait vraiment écho à plein de trucs qu'on a dit. C'est le jeu de manière générale. Il parle pas du tout de sexualité, mais quand tu penses à la sexualité en lisant ça, tu te dis là, ouais. Bah bien sûr. Tu vois, l'incertitude, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce qui va se passer qui rendait que c'était plus chiant, c'est que t'es là, bah on sait comment ça va se finir, mais enfin, voilà. Et donc là, j'ai cherché des infos sur des mecs qui créent des jeux vidéo et quels sont les éléments auxquels ils font particulièrement attention. Et donc, les 4 éléments essentiels au game design, donc il faut penser au personnage, faut qu'il y ait des objectifs à atteindre, un système de règles et du feedback. Donc, savoir si ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on progresse ou pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il disait que pour qu'un jeu soit bien, il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité. Et c'est hyper intéressant parce que il disait que quand on se sent pas en sécurité, donc notre cerveau se met en mode fight or flight, donc en fuite. Et donc c'est le système limbique, donc c'est une zone primitive reptilienne du cerveau qui va prendre le pas. Et dans ce système-là, on peut pas apprendre. Donc c'est bon. En plus, la sécurité, c'est même dans les jeux de société, on se dit que c'est à moins de il y a moins de conséquences, je sais pas, sur soi, sur son intégrité, que jouer avec son corps, avec d'autres personnes, quoi. Mais si on se sent pas en sécurité et qu'on a l'impression que les autres ont pas envie de jouer ou vont être relous après ou vont, je sais pas, ne pas être contents avec l'action qu'on a faite ou comment se déroule le jeu et tout, ça peut être hyper relou. Je me rappelle de parties de jeux où à la fin, mais tout le monde se déteste et t'es là en mode, c'est pas ça le Monopoly but, avec ta famille, par exemple. Ouais, le Monopoly avec ma sœur qui à chaque fois elle est en mode je vais pas pleurer et après on est là en mode bim, on a mis les hôtels, tu payes et après elle pleure. Voilà, on est horrible. Voilà, là, genre ma petite sœur n'avait pas de sentiment de sécurité, ce qui ne l'aide pas à épanouir dans le jeu, mais on ne lit pas du tout les deux jouer au Monopoly avec mes frères et sœurs et jouer en sexualité. Non, c'est deux choses très différentes. Et un autre point intéressant, je trouvais, c'était que la mécanique du jeu, ça compte que pour 5% de ce qui fait qu'un jeu est amusant. Et que le plus important, c'est ce qui engage nos sens dans le jeu. Donc, pour le jeu vidéo, t'as la musique, le game design, tout ça. Mais je trouvais qu'on peut aussi faire le parallèle dans la sexualité. Et que finalement, même si... je m'étais dit, oui, on critique beaucoup ce triptyque, mais je trouve qu'en soi, si tu le considères juste comme une base et que tout ce que tu viens ajouter, c'est ce que tu viens ajouter au-dessus qui fait que c'est chouette. Et que si c'est... On dit que c'est... on balance toujours des trucs sur Freud, disant que c'est lui qui a donné cette idée aux gens, disant que c'était ça, comme ça que ça marchait et que depuis, tout le monde fait comme ça, alors que Bon, là, je suis pas du tout historienne du cul, donc vraiment, vous pouvez m'en jeter des cailloux si je dis n'importe quoi. mais je me disais, si c'est tordre et si ancré, c'est peut-être qu'il y a un côté un peu efficace dedans, que ça marche. Et que ça nous met en sécurité aussi, parce que du coup, on sait comment ça fonctionne, où ça va et tout. Même si ça ne va pas avec le principe d'incertitude du jeu. Mais que justement, l'incertitude, elle peut peut-être venir d'autres choses. Bah oui, du jeu de, je sais pas, des caresses autour, du baiser, même de, pas de l'ordre, mais de... Il y a plein de facteurs qui sont pas... qui sont plus subtils, entre guillemets, avec lesquels on peut jouer. Mais je pense que d'ailleurs, ce que les gens reprocheraient à ce que je dis sur la sexualité mainstream et tout, c'est ça, c'est que tout le monde qui est content avec sa sexualité, qui peut répondre à tout ce triptyque, c'est des gens qui ont trouvé, c'est ça, tout cet autour qui leur va très bien, quoi, qui, je sais pas, mettent de la musique, ont une complicité incroyable, se regardent, enfin, quoi que ce soit, quoi, connaissent vraiment ce qui fait plaisir à l'autre à tel moment, se font des blagues, enfin, c'est ça, il y a vraiment un truc sur l'atmosphère du jeu qui importe beaucoup, où on peut faire quelque chose de très classique d'une manière très drôle ou très intense ou très sensuelle. Et toujours dans mes idées de concept là intéressant, j'ai trouvé que en fait cet état
agréable qu'on peut atteindre dans le jeu, c'est un état de flow. Donc ce terme, il a été donné par un psychologue, je peux pas prononcer son nom parce que c'est un polonais, il y a 15 voyelles, 15 consonnes. Je vois qui c'est et c'est imprononçable. Imprononçable, je vais pas le massacrer, mais il faudra l'écrire quelque part. Et donc c'est lui qui a donné ce nom, mais on pense que c'est un concept qui existe depuis bien plus longtemps. Et donc en fait, c'est un état mental qu'on atteint quand on est dans une activité où vraiment on a une énergie vraiment focalisée sur le moment présent, sur ce qu'on est en train de faire. C'est un état qui est agréable et il y a une espèce de perte de la notion du temps. On est complètement absorbé par l'activité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les théories qui donnent les conditions pour atteindre ce flow, elles répondent beaucoup. Enfin, c'est quasiment les mêmes que celles du jeu, parce qu'il faut des règles d'un bon jeu. Donc, il y a avoir un but clair et savoir comment on va progresser. Et c'est savoir qu'on progresse. Il faut qu'il y ait toujours du feedback. Et un équilibre entre le challenge perçu et les capacités qu'on pense avoir pour résoudre ce problème, ce challenge. Et l'autre truc très intéressant que j'ai trouvé, c'est qu'il a donné des traits de personnalité qu'il a l'impression qu'on retrouve plus chez les gens qui atteignent facilement cet état de flow, qui sont la curiosité, la persistance, low égotisme... J'ai envie de dire un égo bas, mais je crois pas que c'est ça. Et j'arrive plus à traduire sur le coup. Et une grande tendance à apprécier, pratiquer des activités juste pour le plaisir de les faire en elles-mêmes et pas pour un autre but, genre. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment, je trouve, la leçon du jeu en soi, c'est que si tu sais qui va gagner au Monopoly, tu n'as pas envie de jouer au Monopoly. Après, la sexualité, c'est pas un truc que tu gagnes ou que tu perds. Mais je trouve que si tu connais l'issue... Enfin, c'est encore le truc de connaître l'issue en quelque sorte, quoi. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté du jeu pour le jeu. Parce qu'il y a un truc de, des fois, utiliser la sexualité à d'autres fins, mais qui sont, en fait, ce que tu veux, c'est peut-être pas de la sexualité. Par exemple, tu peux vouloir de l'intimité, et la sexualité peut être une manière de créer de l'intimité, mais tu peux aussi juste vouloir de l'intimité qui soit pas sexuelle. Ouais. Ou tu peux vouloir, je sais pas, ton couple va mal, et le genre, faire aller bien. Bon, je sais pas, si coucher ensemble, c'est quelque chose qui permet d'apaiser un peu les mœurs et discuter après et que c'est cool, et que en tant que tel, c'est cool, mais si c'est quelque chose qui permet d'atteindre un autre but, il faut quand même s'interroger. Enfin, que c'est cool, en tout cas, de faire l'activité pour l'activité, quoi, et pas parce que on veut attacher l'autre à nous, qu'on veut régler des problèmes, qu'on veut, je sais pas. Et du coup, c'est ça le truc qui, moi aussi, m'a reconnecté à la sexualité, c'est que du coup, il y avait ce truc où je me disais, on est en train de faire des trucs dans le but de ensuite faire autre chose, alors qu'en fait, le fait de se reconnecter au présent et de dire, ok, l'activité, elle est là, en fait. Et elle peut aussi être exactement ce qu'on a envie qu'elle soit, et si c'est pas de la pénétration, si ça dure 5 minutes, si ça dure 3 heures, enfin, ça peut être tout. Et ce que je trouvais trop intéressant aussi, et qui est une pratique, enfin quelque chose qu'on fait dans le BDSM, mais pas tout le temps, et je trouve que c'est un problème qu'on le fasse pas tout le temps, c'est le feedback. Le fait qu'un bon jeu, c'est un jeu sur lequel, après, on en reparle, et que dans la sexualité, comme le fait de pas beaucoup parler avant, il y a pas forcément cette culture de faire des feedbacks après, d'être là en mode t'as bien aimé ça, oui. Même pendant, si tu sais pas si ce que t'es en train de faire ça plaît, t'es un peu ouais. Il y a déjà pendant s'assurer, être là en mode ça te plaît, enfin, et ça c'est toutes les questions aussi de consentement enthousiaste, qu'en fait on peut le rendre très sexy, le fait d'être là en mode t'aimes bien ce que je te fais, peut-être pas avec cette voix, mais enfin, qu'il y a plein de manières d'avoir des feedbacks sur le moment, et que après coup, parce que des fois sur le coup quelque chose, je sais pas, t'es neutre ou t'as bien aimé, ou enfin on peut avoir plein d'émotions, et après coup on peut ou se dire finalement ce truc que j'ai fait bof, ou à l'inverse, moi des fois il y a des choses sur le coup je suis en mode ok, et après coup je suis là c'était tellement sexy. Oui. J'adore ce moment-là où je suis là en mode mais c'était super ce que je viens de faire, quoi. C'est le jeu, c'est pas ce que l'autre a fait. Non, ce que je viens de faire globalement, enfin ce qui vient de m'arriver, ou ce qui vient de se passer entre moi et l'autre, les autres.
Et du coup, c'est cool de faire un feedback aussi avec l'autre là-dessus, d'être là en mode, sans être dans un truc productiviste, d'être là en mode comment est-ce qu'on va améliorer toutes les parties du jeu pour avoir le plus d'orgasme et le plus de plaisir, mais juste être là en mode ça m'y a bien plu, ça peut-être qu'on pourrait le faire différemment, enfin voilà, de pouvoir aussi... mais même je trouve que pendant c'est vraiment important parce que quand tu sais pas si c'est bien ou si c'est même, enfin c'est perturbant cette. Normalement, il faut toujours s'assurer que l'autre et que soit on aime bien. Après, il y a plein de manières de le voir de manière verbale et non verbale. Et plus aussi on connaît l'autre, plus il y a des choses qu'on sait la manière dont l'autre réagit. Après, c'est pas une règle qui est absolue. Et évidemment, il faut toujours s'assurer que la personne, ça lui plaît. Mais moi, je sais que vraiment, il y a des choses qui sont par exemple, où je montre. Après, je suis assez expressive, donc je pense que je donne pas mal de conseils, mais où je montre mon plaisir de manière très évidente, où la personne, sans que je dise oui, j'aime beaucoup ce que tu me fais, la personne vraiment voit de 50 manières différentes que vraiment c'est pas mal, quoi. Et quand on en discute après, je suis en mode j'ai bien aimé ça, la personne est là ouais, j'ai vu, quoi. Genre, merci pour ton feedback, mais vraiment j'étais au courant, quoi. Donc après, tout le monde est très différent, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus expressifs dans leur sexualité que d'autres, et du coup la parole prend des places aussi différentes, quoi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, enfin je sais pas, il y a aussi avant je parlais moins dans ma sexualité, et maintenant je suis là en mode mais en fait c'est trop bien de parler pas tout le temps, tu peux aussi ne pas parler et avoir des jeux très cool, mais que c'est cool de pouvoir discuter des choses, discuter, pas forcément avoir une grande discussion, mais voilà, parler de ce qui se passe, c'est chouette, quoi. Ouais, ça peut être vraiment motivant aussi. Ça peut être un truc qui te réancre aussi dans le truc et qui t'excite encore plus. Ouais. Quoi. Moi, j'adore qu'on me dise ce qu'on va me faire. Mais bon, moi, j'aime beaucoup qu'on me parle et j'adore parler, donc comme vous le voyez. Ça ne s'arrête pas, la porte de la chambre fermée. Ouais, non. C'est le matin, le soir, la nuit, tout le temps. Ou alors, faut mettre un bâillon dans ma bouche, quoi. C'est une autre pratique. Ça, c'est une autre histoire. Ça marche aussi. D'accord. Bon, est-ce que chacun a dit ce qu'il avait envie de dire sur ce beau sujet du jeu ? J'espère qu'on vous a donné envie de tester un truc, que les love shops, sex shops vont augmenter leur chiffre d'affaires parce que vous allez tous acheter des bougies, des jeux de société. N'hésitez pas à dire que c'est grâce à nous, d'ailleurs. Si vous allez dans un sex shop. Oui. Si on peut avoir un petit... Ça me paraît ambitieux d'avoir un sponsor au bout de 2 épisodes, mais au cas où, faites. Dites à tout le monde, à tous les sex shops de France et de Navarre, que vraiment, grâce à nous, vous voulez découvrir d'autres jeux. Et voilà. Et dites-nous que vous l'avez dit. Bref, on va arrêter avec ce truc méta. Du coup, je vais faire mon travail d'animatrice. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le partager, à nous suivre sur notre Insta qui s'appelle Le Bisoudrome, et à le partager à des gens auxquels vous pensez qui pourraient être intéressés par ces sujets de relations, d'amour, qui auraient besoin de mettre plus de jeux dans leur... Non, je rigole. Ne culpabilisez pas les gens. T'envoies ça à ton partenaire. Oui, envoyez. J'ai écouté un podcast très intéressant qui parle de jeux. Faites des petits indirects, quoi. Vos partenaires, vos crushs, envoyez-le en mode sympa, voilà. Peut-être des gens à qui vous voulez qu'ils vous offrent des petits cadeaux. Ça marche aussi. Si on avait un compte promo, ce serait vraiment le meilleur moment pour le mettre. Après, il arrivera. Soyez patients, continuez à nous écouter, et à le faire écouter à plein de gens. Comme ça, à un moment donné, on pourra vous donner des codes promo pour tous ces petits sextoys, accessoires, jeux de société et autres délices. Mettez-nous... Je suis en roue libre. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Je sais même pas si vous pouvez encore nous mettre 5 étoiles sur Spotify, parce que je crois qu'il faut avoir écouté genre 3 épisodes pour montrer qu'on est vraiment des gens qui écoutons ce podcast. Du coup, moi-même, je crois que je peux pas mettre, parce qu'il faut soi-même s'écouter sur Spotify assez de fois pour pouvoir mettre des étoiles. Bref, laissez-nous des petits coms et des petits DM. Voilà, c'est le début, donc on prend tous vos retours. Et du coup, on vous dit au mois prochain pour un nouvel épisode du Bisoudrome. Des bisous.